Principalement du syndrome d'apnée du sommeil, hein, puisqu'il y a un lien quand même qui est important avec le surpoids, avec la surcharge pondérale. On parlera un petit peu des problèmes ventilatoires chez les obèses, mais très brièvement, parce que ce n'était pas le sujet. Alors, quelques définitions pour commencer. Vous passez par là. Donc, une apnée, c'est un arrêt respiratoire de plus de 10 secondes. Voilà. Et on va considérer plusieurs types d'apnée en fonction, en fait, des mouvements respiratoires, des mouvements thoraco-abdominaux. Et on va distinguer donc des apnées dites obstructives qui se caractérisent donc par un arrêt respiratoire de plus de 10 secondes avec persistance des mouvements thoraco-abdominaux. Et donc, en fait, c'est lié à un obstacle sur les voies aériennes supérieures, hein, on va dire entre les cordes vocales et puis le nez. Et c'est de loin les plus fréquentes, et c'est ces troubles respiratoires-là qui vont nous intéresser principalement aujourd'hui. À côté de ça, on a des apnées dites centrales, donc qui se caractérisent par un arrêt de plus de 10 secondes, sans mouvement thoraco-abdominaux. Et là, il y a un problème de commande ventilatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information vers les muscles respiratoires pour dire de respirer. Et donc, c'est un problème de commande qui peut être lié à des pathologies neurologiques, dégénératives ou vasculaires, mais très souvent, on retrouve ça, on en parlera un petit peu, dans l'insuffisance cardiaque, avec cet aspect de dyspnée périodique, dite dyspnée de Cheyne-Stokes, enfin bon, retenez pas ça, mais qui se caractérise par une ventilation ample, qui diminue, puis qui s'arrête, vous verrez les courbes, et puis qui redémarre après. Et donc, à chaque fois, c'est des apnées centrales, parce qu'il n'y a pas de mouvement, le malade s'arrête de respirer. Puis à côté de ça, on parle d'apnée mixte. En général, ce sont les apnées qui commencent par une apnée centrale. Et puis, en fait, il y a des mouvements respiratoires qui apparaissent. Et puis, il y a un obstacle. Et elles vont avoir les mêmes conséquences que les apnées obstructives. Donc, on les regroupe un petit peu avec les apnées obstructives. On les compte de la même manière. Donc ça, c'est les apnées. C'est des arrêts respiratoires. Ça ne passe pas. Alors, à côté de ça, il y a des hypopnées. C'est-à-dire que ça ne passe pas bien, mais ça passe quand même. L'air passe au niveau des voies aériennes supérieures. Et alors, les définitions sont un peu controversées. On va considérer qu'une hypopnée, c'est une diminution du flux d'air associée à une désaturation artérielle supérieure ou égale à 4%. Donc, vous allez voir que, en fait, chaque fois que vous arrêtez de respirer, eh bien, vous avez une désaturation, enfin un risque de désaturation, puisque vous ne renouvelez pas votre air alvéolaire. Et donc, le taux d'oxygène chute dans le sang. Et donc, pour parler d'hypopnée, il faut avoir une diminution d'air plus une désaturation. L'index d'apnée et ou d'hypopnée, c'est le nombre d'apnées et ou d'hypopnées par heure de sommeil. Donc, on comptabilise l'ensemble des arrêts respiratoires complets ou incomplets sur l'ensemble de la nuit, et puis on divise par le nombre d'heures de sommeil, et on a un index qui nous permet de quantifier en quelque sorte donc l'importance des anomalies respiratoires nocturnes. Et on va dire que, par exemple, on va parler de syndrome d'apnée du sommeil lorsque l'index est supérieur à 5. C'est ce qui est considéré par beaucoup. Voilà. Au-dessus de 5 apnées par heure de sommeil, on parle de syndrome d'apnée du sommeil. Donc, ce qui veut dire qu'on a le droit de faire 5 apnées par heure de moins de 10 secondes. Ça fait 40 apnées par nuit. Donc, c'est pour ça, si vous apercevez que votre conjoint s'arrête de respirer, bon, si c'est un peu de temps en temps, bon, c'est pas trop grave. Hein. Et il faut savoir que dans certaines phases de sommeil, en particulier dans le sommeil paradoxal, vous avez des irrégularités du rythme respiratoire assez marquées et qui peuvent en imposer pour des apnées. Alors vous verrez en fait que ce problème de définition du syndrome d'apnée du sommeil n'est pas si simple que ça. 5, c'est bon, la valeur classique, mais en fait, certains considèrent qu'il faut au moins une dizaine ou une quinzaine d'événements respiratoires. Et puis si vous voulez un ordre de grandeur, la sécurité sociale rembourse le traitement à 30. Donc c'est-à-dire que là, ça devient sérieux à partir de 30. Donc vous voyez, entre 5 et 30, c'est un peu flou et c'est pas toujours très simple. Alors on peut schématiser ça autrement. Hein. Vous avez une obstruction plus ou moins complète des voies aériennes supérieures qui vont entraîner des apnées obstructives, hein, qui sont des arrêts respiratoires plus ou moins complets, apnée ou hypopnée, sans arrêt des mouvements respiratoires. Et en général, c'est toujours accompagné de ronflements, sauf pendant l'apnée, il n'y a pas de ronflement parce qu'il n'y a plus d'air à passer. On va voir ça.
Et à côté de ça, vous avez des anomalies de la commande ventilatoire, on va dire grossièrement, soit lésions cérébrales, soit problème de régulation de la ventilation, comme l'insuffisance cardiaque. Et là, on a des apnées centrales, donc qui sont des arrêts respiratoires avec arrêt des mouvements respiratoires. En gros, c'est ça. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les plus fréquentes, c'était les apnées obstructives, et c'est celles qui vont nous intéresser, et donc on va surtout aborder ce problème d'apnée obstructive. Et ce qui va nous intéresser en premier chef, c'est le type d'obstacle, en fait, sur les voies aériennes supérieures, qui vont entraîner ces apnées. Parce que, en fonction de l'obstacle, eh bien, on peut peut-être trouver des solutions thérapeutiques. Alors voilà, donc on a plusieurs en fait, types d'obstacles. On a des obstacles anatomiques qui vont favoriser l'obstruction, qui ne vont pas favoriser l'obstruction dans la journée, parce que les gens vont vivre normalement, mais ça pourra favoriser, ça pourra s'ajouter en fait à d'autres phénomènes obstructifs que vous allez voir. Alors par exemple, vous avez la rétromandibulaire, rétrognathie, c'est-à-dire que quand vous avez le maxillaire inférieur qui part en arrière, eh bien vous avez le massif lingual qui est ici, qui a tendance à repartir en arrière, et vous allez avoir donc une réduction du calibre des voies aériennes à ce niveau-là. La zone critique, c'est celle-ci. Ici, on a les fosses nasales, on respire par là, l'air passe là, se réchauffe, c'est une structure osseuse. En général, bon, il n'y a pas qui ne se collapse pas. Il peut y avoir des obstructions nasales, ça c'est un fait. Et là, vous avez la trachée, donc c'est cartilagineux, ça ne se fesse pas. Là, entre ces deux zones, vous avez une zone donc, qui est le nasopharynx, l'oropharynx et l'hypopharynx, qui est une zone où la perméabilité des voies aériennes est surtout maintenue par des muscles dilatateurs. C'est des muscles qui dilatent les voies aériennes. Et avant d'inspirer, avant que le diaphragme se contracte, eh bien, ces muscles-là vont se contracter, vont ouvrir les voies aériennes et l'air va passer facilement. Alors dans ces obstacles anatomiques, ça peut être une macroglossie aussi, une grosse langue qui va venir réduire le calibre à ce niveau-là, hypertrophie du voile du palais, du pilier des amygdales, et puis bien sûr l'infiltration graisseuse. Quand on a un peu de graisse en trop, on en met là, sur le ventre, mais aussi au niveau du cou. Et donc on va avoir une réduction du calibre des voies aériennes, plus ou moins importante dans la journée, et qui en général ne va pas s'exprimer. Voilà, une hypertrophie des piliers des amygdales, une macroglossie, vous voyez, on ne voit pas le fond de la gorge. Et puis là, la rétromandibulaire avec un maxillaire inférieur qui part en arrière et donc qui va rapprocher la langue de la paroi postérieure du pharynx. Alors, chez l'obèse, petite parenthèse, donc on a, je veux dire, du fait de l'infiltration graisseuse, on va avoir une diminution de la surface de section pharyngée au niveau de l'oropharynx. À l'état d'éveil, comparativement au sujet non apnéique, chez le sujet obèse et apnéique. Ça, on le sait. Il y a peut-être une augmentation de la collapsibilité, les voies aériennes supérieures vont peut-être se collaber plus facilement. Et puis, donc, on va avoir une modification de la forme des voies aériennes supérieures qui va conduire à diminuer la capacité des muscles pharyngés à dilater. C'est-à-dire les muscles vont travailler dans des conditions moins favorables, beaucoup plus difficiles, et donc ça va entraîner une moins bonne dilatation. Donc ça, c'était les obstacles anatomiques, anomalies anatomiques. Vous avez des obstacles dynamiques qui vont favoriser aussi l'obstruction des voies aériennes supérieures, qui peuvent se combiner ou non. Un obstacle habituel, c'est l'obstruction nasale. C'est-à-dire que, normalement, on respire par le nez. Si vous avez une tendance à une obstruction nasale, vous allez faire un effort inspiratoire beaucoup plus important. Et cet effort inspiratoire va entraîner un collapsus au niveau des voies aériennes supérieures. Vous aspirez dans un tuyau, si vous bouchez le bout, vous voyez que les parois vont s'affaisser puisque vous créez une dépression dans cette zone-là. D'accord ? En faisant un effort inspiratoire important. Et puis l'autre obstacle dynamique, c'est la position. Donc vous êtes sur le dos, avec la gravité, votre mâchoire part un peu en arrière, et donc le massif lingual vient se rapprocher de la paroi postérieure du pharynx, et va réduire le calibre des voies aériennes. Bon, ça se voit sur des coupes d'IRM. Vous voyez, donc le patient couché, donc là c'est la bouche, c'est la coupe de tout à l'heure avec le cerveau. Vous voyez ici les voies aériennes supérieures avec la langue, vous voyez. La section du pharynx est correcte, et bien vous voyez pendant le sommeil, vous avez une réduction du calibre, la langue se rapproche, et vous avez, regardez, vous avez une réduction. Et cette réduction-là, par exemple, ne va pas vous entrer nécessairement une apnée, ça va être une hypopnée, ça va passer, mais ça va mal passer. Troisième type de troubles favorisant l'obstruction, ce sont des troubles fonctionnels. Et c'est là qu'intervient le sommeil. Parce qu'en fait, pendant le sommeil, vous allez avoir une hypotonie des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures.
C'est ça le problème. Ces muscles qui ouvrent, qui dilatent, eh bien, ils vont se relâcher, ils vont être hypotoniques. Et l'hypotonie musculaire, c'est une des caractéristiques du sommeil. Au fur et à mesure que le sommeil s'approfondit, vous avez une hypotonie musculaire. Dans certaines phases de sommeil, en particulier le sommeil paradoxal, vous avez une paralysie. Et on dit qu'on est paralysé pour ne pas adhérer au rêve. Vous savez que pendant le sommeil paradoxal, on rêve. Et en fait, pour éviter de sauter par la fenêtre, si vous rêvez que vous sautez par la fenêtre, eh bien, vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas bouger. Mais ces muscles aussi squelettiques, dilatateurs, vont être plus hypotoniques et ils ne vont pas remplir leur fonction d'ouverture des voies aériennes supérieures. Et puis, si vous rajoutez par là-dessus de l'alcool et des médicaments, les repas bien arrosés le soir, ça favorise l'hypotonie musculaire. On sait très bien que, bon, en ayant bu un petit peu le soir, on va ronfler très fort, même si on n'est pas ronfleur, en fait. Justement parce que c'est une réduction du calibre des voies aériennes. Et donc vous voyez que vous pouvez avoir des obstacles anatomiques plus ou moins importants et vous allez y associer des obstacles dynamiques, la position, etc. Et puis des troubles fonctionnels. Et tout ça, ça va concourir à gêner en fait l'écoulement de l'air au niveau des voies aériennes supérieures. Donc ça va commencer d'abord par des ronflements, qui est le premier signe d'une difficulté au passage de l'air, puisque quand vous ronflez, vous avez une réduction du calibre, ça crée un flux turbulent et ça fait vibrer les parties molles. Et puis à un degré de plus, c'est l'hypopnée et l'apnée. Donc tout ça, c'est un peu la même chose. Du ronflement jusqu'à l'apnée, c'est un peu la même chose. Alors comment on va mettre ça en évidence? Eh bien, on va mettre ça en évidence en réalisant une polysomnographie ou une polygraphie respiratoire. Donc là, vous avez un exemple un peu schématisé d'un enregistrement polysomnographique chez un patient donc, qui est en surpoids. Et vous voyez qu'on va analyser à la fois des paramètres respiratoires et des paramètres électrophysiologiques. Les paramètres électrophysiologiques, simplement pour quantifier la durée du sommeil, voir les stades et voir le retentissement des événements respiratoires sur la qualité du sommeil. Parce que vous allez voir que c'est un élément très important. Alors on va analyser quoi? On va analyser le flux nasal avec une petite sonde au niveau du nez ici, les ronflements avec un micro au niveau de la trachée, les mouvements thoraciques et abdominaux avec des sangles au niveau du thorax et puis aussi au niveau de l'abdomen, on ne le voit pas là. Vous allez avoir un saturomètre qui va vous permettre d'analyser la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque. Là-dedans, vous avez un système d'analyse de la position du corps. Et puis, vous avez des électrodes, électroencéphalogramme, électroculogramme et puis électromyogramme ici, qui vont vous permettre de stadifier le sommeil, savoir dans quel stade de sommeil on est, etc. Alors voilà un exemple d'apnée du sommeil, d'apnée obstructive. Donc vous allez regarder le flux nasal, vous voyez que le patient respire, et puis il a tendance à ronfler un peu pendant la respiration. Et puis d'un coup, il n'y a plus de signal. Et en fait, entre chaque barre verticale, vous avez 10 secondes, alors 10, 20, 30 secondes. Et donc vous n'avez plus de ronflement, bien sûr. Vous voyez que dans ce cas-là, on a toujours des mouvements thoraciques qui ont même tendance à s'amplifier, à augmenter, parce qu'en fait, il y a un obstacle, et le sujet va lutter contre cet obstacle-là. Donc on a une apnée obstructive, parce qu'il y a des mouvements thoraciques et abdominaux. Pendant cette apnée, il n'y a plus de ronflement. Pendant l'apnée, le pouls a tendance un petit peu à diminuer, on en reparlera tout à l'heure, sur une bradycardie. Et puis vous voyez la saturation en oxygène qui doit toujours être supérieure à 90%. Et vous voyez qu'elle va, là, un petit peu à retardement, comme toujours, elle va chuter, elle va diminuer, elle va peut-être arriver jusqu'à 70%. Et puis au niveau de l'électroencéphalogramme, donc qui n'est pas tout à fait, qui ne correspond pas à la même amplitude, mais on va dire qu'il est en sommeil stade 3-4, pendant cette apnée. Et puis qu'est-ce qui se passe au bout de 30 secondes? Eh bien, on a une reprise ventilatoire. Et cette reprise ventilatoire s'accompagne de ronflements franchement importants. Vous voyez que les mouvements redeviennent à peu près normaux. Le pouls s'accélère. Il y a une réaction du système nerveux autonome qui est importante. Et si on prenait la tension, on aurait peut-être une petite montée de la tension artérielle. Et puis on voit que l'oxygène remonte, il resature. Parce que là, en fait, il est en apnée, bon, c'est comme un plongeur, donc il reprend sa respiration et à nouveau, donc le taux d'oxygène remonte. Et on voit à ce niveau-là, à peu près au même moment, on a au niveau de l'électromyogramme, des muscles de la loupe du menton, on voit une activité qui réapparaît, une modification de la courbe électroencéphalographique. Alors ça peut être bref, ça peut durer 4-5 secondes, on va dire que c'est un micro-éveil. C'est-à-dire que c'est une modification d'activité, mais qui est inconsciente.
Mais ça peut être un véritable réveil. Il y a des fois des patients, des sujets qui se réveillent en ayant la sensation de suffoquer, ça dure quelques secondes. En fait, ils sont réveillés par cette apnée. Et puis après, donc, ils vont se rendormir. Mais la plupart du temps, c'est un micro-réveil ou un changement de stade de sommeil. Donc, vous voyez que la répétition de ces événements respiratoires, elle va en fait déstructurer le sommeil, déstructurer la qualité du sommeil. Je ne veux pas vous faire un cours sur le sommeil. Vous savez que pour avoir un sommeil réparateur, le sommeil, on va dire, c'est la période pendant laquelle on défragmente son disque dur, ou, si vous voulez, en gros, hein, dans le cerveau, quoi, en fait. Si vous voulez la comparaison avec un ordinateur. Donc il y a différents stades, lent, profond, superficiel, le sommeil paradoxal, et ça revient de façon cyclique. Et il ne faut pas que le sommeil soit perturbé pour qu'il soit réparateur, et il faut en plus qu'il y ait une certaine durée. Hein. On est programmé pour une durée de sommeil, donc il faut à la fois la quantité et la qualité de sommeil. Et bien, la répétition de ces événements respiratoires va entraîner à chaque fois des micro-éveils ou des changements de stade, va entraîner une déstructuration du sommeil. Et en fait, ces apnées vont générer le maître symptôme, le symptôme qui va vous faire penser tout de suite au centre d'apnée du sommeil, c'est la somnolence, parce qu'en fait, les gens vont avoir un sommeil déstructuré, donc qualitativement mauvais, et donc ils vont avoir une dette en sommeil qu'ils vont payer dans la journée en s'endormant. Alors, on va voir un petit peu les symptômes, ça peut être de la simple fatigue jusqu'à l'endormissement intempestif en quelques secondes. Alors, quelques exemples de courbes qu'on peut avoir. Donc, vous voyez ici, vous avez les courbes électroencéphalographiques, électromyogrammes, etc. Et vous voyez ici la saturation. Vous avez ici, on va dire, ça c'est le flux d'air. Ça c'est les mouvements thoraciques et abdominaux. D'accord ? Et vous voyez, regardez, vous avez une apnée, un arrêt respiratoire, avec persistance des mouvements, hein, et ça désature. Et une reprise ventilatoire, mais vous voyez, hein, quelques cycles en fait, et à nouveau, ça repart en apnée. Il a le temps quand même, avec 4 ou 5 cycles de respiration, de resaturer et de redésaturer. Et vous voyez, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, tout au long de la nuit. Enfin là, c'est sur une période de quelques minutes. Voilà un aspect un petit peu différent qui est ce qu'on appelle le centre d'augmentation de résistance des voies aériennes supérieures. Tout ça, simplement, c'est pour vous dire qu'il y a un peu tous les degrés, c'est-à-dire en fait entre les difficultés au passage de l'air simples qui peuvent être simplement se traduire par des ronflements jusqu'aux véritables apnées. Alors en général, le ronflement simple, ça n'entraîne pas vraiment de pathologie du sommeil. Sauf que dans certains cas, je veux dire, il y a un effort ventilatoire qui est tel, c'est-à-dire que les difficultés respiratoires, sans générer d'apnée ou d'hypopnée, peuvent déstructurer le sommeil. Et ça, c'est un peu le problème, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui peut passer très bien inaperçu, même avec des enregistrements du sommeil, du dépistage assez simples, où on va analyser, par exemple, la saturation en oxygène. Vous voyez que la saturation, ici, elle reste normale tout au long. Donc, on ne peut pas dépister ces gens-là avec uniquement la désaturation. Bon, ils sont en fleurs. Et vous voyez, regardez, ça, c'est le flux d'air. Vous voyez, en fait, il n'y a pas vraiment de modification. La seule chose qu'on voit, en fait, c'est, comment dirais-je, c'est un effort ventilatoire qu'on peut observer sur, comment dirais-je, sur la courbe de pression intrathoracique. Alors là, c'est avec une pression dans l'ésophage, c'est-à-dire qu'il y a un effort respiratoire qui est important, parce que ça ne passe pas très bien, et ça aboutit, au bout d'un certain temps, à un micro-éveil. Et vous voyez à nouveau la pression qui rebaisse, hein, mais en général, ça peut perturber le sommeil. Donc c'est une petite particularité, mais c'est pour vous dire que entre le ronflement simple et l'apnée, avec 500 ou 600 apnées, ben, vous avez toutes sortes de possibilités, et même dans certaines circonstances, vous pouvez avoir des gens qui vont se plaindre d'une somnolence. On n'aura pas grand-chose. En fait, il faut aller plus loin dans les investigations, faire un enregistrement vraiment très, très complet pour pouvoir mettre en évidence ce type d'anomalie. Alors, si vous voulez, autrement, eh bien, on peut résumer sur des courbes de 8 à 12 heures les anomalies respiratoires. Ça, c'est la saturation, c'est le taux d'oxygène dans le sang. Et vous voyez, c'est sur toute la nuit. En fait, c'est concentré. Hein, et vous voyez 100% et puis 0%. Et vous voyez ici la saturation. Puis vous voyez, ça monte et ça descend. Ça fait des CHU. Et puis là, les petites barres, ça correspond à des apnées. Ça, c'est l'hypnogramme. C'est-à-dire, c'est l'architecture du sommeil du patient. Alors normalement, on doit avoir du stade 1, 2, puis on doit descendre au stade 3, 4. Et vous voyez, dans cette première partie de la nuit, vous avez des saturations en permanence, vous avez des apnées. Et vous voyez, le patient n'arrive pas dans les stades de sommeil profond. Par contre, là, il n'y a plus d'apnée, hein, la saturation est bien, il n'y a pratiquement pas. Et à nouveau, il refait du stade 3, 4, et voire même du sommeil paradoxal. Vous voyez, son sommeil redevient normal. Dans la première partie de la nuit, il a des apnées qui déstructurent son sommeil. En deuxième partie, il ne fait plus d'apnée.
Ça, c'est caractéristique d'un patient qui fait des apnées très fréquentes et très profondes. Vous voyez des saturations qui sont très importantes, qui descendent jusqu'à 50% toute la nuit, avec des périodes beaucoup plus importantes. Donc les apnées, on ne va pas les quantifier, elles sont énormes. Et vous voyez, aucune phase de sommeil profond. Hein, et pratiquement pas de sommeil paradoxal. Vraiment, il y a une perturbation très profonde de la qualité du sommeil. Et puis ça, le dernier exemple, c'est un syndrome d'apnée du sommeil qui est lié à la position. Hein, je vous avais parlé tout à l'heure de la position. Est-ce que c'est lié à la position, celui-là? Non, celui-là, il est lié au sommeil paradoxal, pardon, mais ce n'est pas inintéressant. En plus, j'en ai peut-être un. C'est-à-dire que c'est un patient qui va faire des apnées uniquement pendant le sommeil paradoxal, qui est caractérisé ici par cette phase-là. Et donc, il y a une hypotonie qui est extrêmement importante pendant le sommeil paradoxal, et il peut, à cette occasion-là, présenter des syndromes d'apnée du sommeil. En général, les gens qui ont des apnées manifestes vont avoir des apnées encore plus profondes, encore plus sévères pendant le sommeil paradoxal, mais lui, c'est uniquement pendant le sommeil paradoxal. Et voilà le dernier, en fait, c'est positionnel, et ça, c'est pas inintéressant. Vous voyez, donc là, il est sur le dos, il fait des apnées, plein d'apnées, et son sommeil n'est pas bon. Il passe sur le côté, il ne se passe pratiquement plus rien, le sommeil redevient normal. Il revient un petit peu sur le dos, toc, il va refaire des apnées. Enfin, il revient sur le dos ici, il refait des apnées. Et pareil là, chaque fois qu'il est sur le dos, il fait des apnées parce que la langue part en arrière. Ça peut être des gens qui ont des... Alors c'est très intéressant parce que, je veux dire, le traitement, c'est de ne pas dormir sur le dos. Ben, mais c'est tout bête comme ça, mais alors après, vous allez voir, alors comment on fait pour ne pas dormir sur le dos? Parce que la nuit, en fait, on bouge, on se tourne, etc. Donc c'est là qu'interviennent les balles de tennis ou ces trucs-là. C'est-à-dire qu'il faut dormir avec quelque chose dans le dos qui vous gêne quand vous êtes sur le dos. Et c'est là qu'il faut de l'astuce, il faut trouver des trucs. Enfin, vous allez voir, j'ai quelques diapos là-dessus, c'est bien. Ou alors vous allez dormir avec un système qui vous avance la mâchoire, qui vous maintient la mâchoire en avant. C'est au choix. Et vous allez voir que la prise en charge thérapeutique, elle est quand même, elle n'est pas simple. Alors, donc, ces apnées, donc, quelles conséquences? Alors, on a déjà vu les premières conséquences, en fait. Les apnées obstructives, c'est la déstructuration du sommeil. Et donc, ils vont entraîner une somnolence diurne. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et ça, c'est en quelque sorte, ça va être les complications à court terme, parce que ça va dégrader la qualité de vie. Hein, c'est incontestable. Les gens qui ont vraiment une qualité de vie franchement dégradée. Et puis, donc, il y a un risque d'accident de la circulation, parce que vous pouvez vous endormir au volant. Donc, on en redira deux mots. Ceci dit, il y a aussi des complications à plus long terme. Parce que, en fait, ces apnées vont entraîner des perturbations assez profondes du niveau du système nerveux autonome, des inflammations, etc. Je vais vous montrer un petit graphe. Et en fait, vous allez surtout avoir des manifestations cardiovasculaires qui sont assez importantes et qui vont générer des phénomènes d'hypertension artérielle, d'insuffisance coronarienne, de troubles vasculaires cérébraux. Et ça, c'est des complications à long terme qui ont été beaucoup plus difficiles à mettre en évidence, mais maintenant qui posent vraiment plus du tout de problème. Alors le cœur, c'est quand même un organe important dans cette pathologie, surtout pour les complications à long terme. Je n'ai pas eu le temps de la traduire, c'est une diapo que j'ai retrouvée il y a tout récemment. Hein, on va dire, donc voilà les apnées obstructives. En fait, ça va avoir plusieurs conséquences sur le cœur. Ça va faire chuter la pression en oxygène donc, et augmenter le gaz carbonique. Et par exemple, pour le cœur, d'avoir une hypoxie, c'est pas bon, ça altère sûrement sa contractilité. La diminution de la PaO2, surtout, ça va entraîner des phénomènes inflammatoires importants et puis surtout la production de radicaux libres. Alors bon, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif qui va entraîner toute une cascade de réactions, qui va entraîner des modifications et des dysfonctions au niveau de l'endothélium et on sait que ça va favoriser l'artériosclérose. Ça, c'est sûr, ça favorise l'artériosclérose. Ça favorise aussi, oui, entre autres, et tout. Il va y avoir des modifications de la pression intrathoracique, parce que quand les gens font des efforts, il y a une diminution de la pression intrathoracique. Ça va retentir sur la contractilité du muscle cardiaque, ça va favoriser l'hypertrophie du muscle, et puis donc ça va augmenter son besoin en oxygène. Alors en sachant qu'en plus, donc, il a moins d'oxygène, donc son besoin en oxygène est augmenté. Donc ça va certainement altérer, ça va favoriser l'hypertrophie du ventricule gauche et puis l'insuffisance cardiaque. Et en sachant qu'il y a aussi une réaction pendant ces apnées du système nerveux autonome, parasympathique et orthosympathique, hein,
et qui va entraîner des modifications de la fréquence cardiaque, en particulier une accélération de la fréquence cardiaque qui va aussi donc, favoriser à la fois donc, ces problèmes d'hypertension, les problèmes aussi d'arythmie, de troubles du rythme cardiaque. Donc vous voyez, tout ça, c'est assez complexe. Les réveils vont aussi agir au niveau du système nerveux autonome, avec production de catécholamines qui vont favoriser l'hypertension, etc. Donc vous voyez, tout est intriqué, tout est assez complexe, pas si évident que ça à mettre en évidence. Et puis on s'aperçoit, vous voyez, qu'il y a des phénomènes inflammatoires humoraux qui aussi vont intervenir, alors qu'on a l'impression que c'est uniquement une histoire mécanique, quoi. Ça coince, bon, ben voilà, et puis c'est tout. En fait, non, ça retentit beaucoup plus profondément au niveau de l'organisme. Alors, l'hypertension artérielle, ça fait déjà un bout de temps qu'on sait qu'il y a donc une prévalence de l'hypertension artérielle importante chez les gens qui font des apnées, hein, 60%. Et des hypertendus font des apnées. Et, comment dire, on retrouve l'hypertension chez 60%. Et 30% des hypertendus ont un syndrome d'apnée du sommeil, ce qui est quand même très très important. Et surtout en particulier dans le cadre des hypertensions artérielles réfractaires. D'accord, hein. Donc quand on n'arrive pas à contrôler l'hypertension, en général, les cardiologues chez nous, nous adressent régulièrement les patients justement pour rechercher d'éventuelles anomalies respiratoires nocturnes quand ils n'arrivent pas bien à contrôler l'hypertension artérielle. Et on sait que donc le risque relatif d'hypertension, si l'index d'apnée-hypopnée, quand il augmente, eh bien, supérieur à 15, il passe à 2,89, et indépendamment de l'âge, de l'indice du masse corporelle, etc. Alors, il y a un élément qui est très intéressant, c'est quand on fait la prise de pression sur 24 heures, on a ce qu'on appelle un aspect non-deeper la nuit. C'est-à-dire que la nuit, normalement, la pression artérielle baisse. Et en fait, chez ces patients-là qui font des apnées, la pression artérielle ne baisse pas, voire augmente un petit peu, parce qu'effectivement, chaque fois qu'il y a une apnée, vous avez une bradycardie, à la reprise ventilatoire, vous avez une réaction du système orthosympathique, vous avez une tachycardie, vous avez une vasoconstriction artériolaire périphérique qui fait monter la pression. Et on considère qu'après, ça finit par s'autonomiser. L'efficacité, en plus, bon, il y a pas mal d'études qui ont montré que le traitement de ces apnées permettait d'améliorer la pression artérielle, de diminuer un petit peu. Il y a des études qui ne le démontrent pas, hein, il y a un peu de controverse à ce sujet-là. Bon, globalement, quand même, on peut espérer au moins stabiliser une hypertension artérielle mal contrôlée avec le traitement. Donc tout ça, c'est des arguments qui vont dans le sens du rôle des syndromes d'apnée du sommeil dans l'hypertension artérielle. En ce qui concerne l'insuffisance coronarienne, c'est peut-être un peu plus difficile parce que les études épidémiologiques ont été difficiles à interpréter à cause des intrications avec les autres facteurs de risque de l'insuffisance coronarienne. Et donc, il n'y a pas d'études en plus de prévention primaire par PPC. Ceci dit, selon les études, il y a un risque d'accident vasculaire en fonction des apnées. Par exemple, si l'index d'apnée est entre, comment dirais-je, 2 et 15, le risque est de 1,2 et il passe à 3 si l'index d'apnée est supérieur à 30. Donc vous voyez, il y a une augmentation du risque d'accident vasculaire en fonction des apnées. Pour un index d'apnée-hypopnée supérieur à 10 par heure, la prévalence du syndrome d'apnée du sommeil est de 30% chez les patients porteurs d'une coroneuropathie, contre 15 à 20% chez les patients qui n'ont pas de coroneuropathie. Et puis, après un infarctus du myocarde, la présence d'un index d'apnée-hypopnée supérieur à 10 est 7 fois plus fréquente. Vous voyez, donc quelqu'un fait un problème aigu coronarien, si on fait les apnées, on a 7 fois plus de chances d'avoir quelqu'un qui a un index supérieur à 10. Vous voyez, ça nous renvoie aussi au problème de la définition, 5, 10, 15, 20, vous voyez, chacun un petit peu à sa définition. Et il y a un risque de récidive d'infarctus multiplié par 23 lorsque l'index est supérieur à 5 par rapport à un index négatif, quoi. Donc vous voyez, il y a plein d'arguments en fait qui vont dans ce sens-là et qui disent qu'il y a un risque d'insuffisance coronarienne chez le patient qui présente un syndrome d'apnée du sommeil. Donc hypertension, insuffisance coronarienne, maintenant on peut considérer que c'est assez clair. Alors l'insuffisance cardiaque gauche, c'est l'occasion en fait, de faire un petit peu une parenthèse sur les apnées centrales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Parce qu'en fait, chez les patients qui ont une insuffisance ventriculaire gauche, très souvent on a un type d'apnée qui est différent de ces apnées obstructives qu'on a vues tout à l'heure, hein, qui sont liées donc à certains mécanismes, en particulier vraisemblablement liés à l'hyperventilation chronique induite par l'œdème pulmonaire, par la surcharge vasculaire pulmonaire. C'est-à-dire qu'il y a une hyperventilation, et cette hyperventilation, elle va modifier le seuil de stimulation de la pression en gaz carbonique. Alors,
Il y a l'oxygène et le gaz carbonique dans le sang, hein, et en fait, c'est eux qui vont servir à réguler un peu la ventilation. En particulier, le taux de gaz carbonique, c'est comme pour les voitures, hein, le métabolisme se sert de l'oxygène et puis rejette le gaz carbonique. Le gaz carbonique, il est éliminé par la ventilation, par la respiration. Et ça permet il faut qu'il ait un taux parfaitement stable parce que le taux d'acidité du sang en dépend. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on hyperventile un petit peu de façon, comment dirais-je, de façon chronique, eh bien, on va faire baisser le taux de gaz carbonique dans le sang. Et en fait, pour stimuler la ventilation, il y a des seuils. C'est-à-dire que quand on a un certain seuil de gaz carbonique, la ventilation est stimulée. Si on passe au-dessous d'un seuil, les centres respiratoires ne sont plus stimulés, la ventilation va s'arrêter. Et c'est un peu ce qui se passe dans ce cas-là. Donc vous avez des patients qui vont ventiler. Et puis, ils ventilent un peu plus qu'il ne faut. Le taux de gaz carbonique baisse. À ce moment-là, la ventilation va diminuer. Ça va s'arrêter. S'arrêtant, le taux de gaz carbonique va remonter. La ventilation va reprendre. Et vous voyez surtout qu'il n'y a pas de mouvement thoracique et abdominaux. C'est un aspect un peu de fuseau. Hein, et là, pendant l'arrêt respiratoire, il n'y a pas de mouvement, parce qu'en fait, c'est un problème de commande. Il n'y a plus de stimulation des centres respiratoires, donc ça s'arrête. Donc c'est un peu je veux dire, c'est une régulation excessive, hein, ce que l'on vit habituellement. Et bien dans ce cas-là, c'est une explication qui est donnée. Donc ça va donner des apnées centrales et un aspect de respiration périodique. En sachant que cette respiration périodique va quand même entraîner des désaturations qui peuvent être délétères. Ça peut aussi entraîner des modifications du système nerveux autonome. Et puis là aussi, pareil, des phénomènes d'inflammation, de stress oxydatif. Et par contre, il peut y avoir une perturbation du sommeil, mais ce n'est pas obligatoire. C'est beaucoup moins fréquent que chez les gens qui font des apnées obstructives. Mais il peut y avoir quand même des phénomènes de micro-éveil. Et donc, vous voyez que ce type de ventilation, hein, qui est lié donc à l'insuffisance cardiaque, peut retentir négativement sur la pathologie et en fait l'aggraver. Et en général, donc, la chose qui est importante à faire, c'est d'abord de bien contrôler l'insuffisance cardiaque, et en la contrôlant bien, on peut permettre d'améliorer cette ventilation-là. Et après, si on n'y arrive pas, il y a des systèmes d'assistance respiratoire qui vont vous permettre de corriger ces phénomènes-là. Les machines vont détecter ces périodes-là, vont augmenter la ventilation pendant ces périodes-là et vont diminuer pendant les périodes où les patients ventilent, ce qui permet d'améliorer les choses. Donc vous voyez, c'est quelque chose un petit peu à part, hein, et ce sont ces apnées centrales dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est probablement la cause la plus fréquente d'événements centraux dans la population.